Pourquoi les produits made in Africa coûtent cher? Pourquoi les produits locaux fabriqués en Afrique, qu'importe le secteur d'activité, en général coûtent toujours plus cher que les produits qui viennent d'Occident? Tous les jours, je lis des commentaires de ce type concernant nos produits, concernant les produits d'autres Africains qui se battent pour pouvoir fabriquer en Afrique des produits qui vont permettre de résister à l'invasion occidentale que nous avons dans nos différents marchés. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples et surtout quelques raisons qui expliquent pourquoi les produits locaux coûtent cher, les produits fabriqués en Afrique coûtent cher et comment est-ce que nous pourrions résoudre ce problème-là, bien évidemment avec quelques pistes de solutions. Dans cette vidéo, j'ai voulu prendre un cas pratique avec la meilleure marque de chips au monde que vous connaissez certainement, Njoka. Là, nous avons le paquet de chips Njoka mûr. Ici, le paquet de chips Njoka épicé. Et ici, le paquet de chips Njoka non mûr. Les trois paquets sont en conditionnement de 250 grammes. Maintenant, on va présenter les prix. Par exemple, ce paquet, le prix officiel au Cameroun, c'est 1500 francs, le paquet de chips Njoka mûr. Le paquet de chips Njoka non mûr, c'est 1500 francs aussi. Et enfin, nous avons le paquet de chips Njoka épicé, 2000 francs. Le prix peut varier en fonction des pays parce qu'aujourd'hui, Njoka est distribué dans plus de 100 points de distribution sur 4 continents et dans plus de 26 pays. Donc, en fonction de la logistique et de beaucoup d'autres paramètres, les prix peuvent varier. Mais cela n'est pas l'objet de cette vidéo. Je voudrais recentrer le thème sur pourquoi est-ce que les produits locaux, les produits made in Africa, comme Njoka, coûtent cher, bien évidemment en fonction des avis de certaines personnes. Lorsque nous avons lancé ce produit sur le marché, il y a plusieurs commentaires de ce type qui venaient et les gens nous disaient comment est-ce que vous pouvez vendre des chips à 1500 francs? Comment est-ce qu'on peut vendre un paquet de chips à 1500 francs? À 2000 francs, un paquet de chips. Certains nous disaient, mais vous vendez un paquet de chips au prix d'un régime de plantain? Comment est-ce que vous pouvez faire des choses pareilles? Vraiment, on veut vous soutenir. On veut tout faire pour vous apporter notre soutien. Mais vous nous découragez parce que vos produits coûtent toujours cher. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer quelques raisons. Je ne pourrai pas aller en profondeur sur toutes les explications qui justifient pourquoi la plupart des fois les produits locaux, made in Africa, coûtent parfois un peu plus cher que les produits qui proviennent de l'Occident. On va commencer par les produits qui proviennent de l'Occident. Pourquoi est-ce que ces produits coûtent moins cher? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le développement technologique tout simplement. Vous êtes dans des pays dans lesquels l'industrie est déjà au niveau 4.0. On a déjà dépassé le travail artisanal. On est arrivé au niveau de la mécanisation. On est arrivé au niveau de l'électricité. Ensuite, on a même dépassé l'électricité. On est arrivé au niveau des chaînes d'automatisation, des chaînes de production. On est arrivé à l'Internet of Things. On est arrivé à la robotique. Aujourd'hui, on est encore à un niveau beaucoup plus élevé, l'intelligence artificielle, la 5G. Toutes ces nouvelles technologies permettent de produire non seulement plus rapidement, ces technologies permettent de pouvoir produire en réduisant énormément les ressources qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on produit de manière efficiente parce qu'une usine qui préalablement nécessitait 1000 personnes pour produire par exemple une tonne, aujourd'hui on a besoin de 50 personnes, de 20 personnes, de 10 personnes parce qu'il y a des robots, parce qu'il y a des algorithmes d'intelligence artificielle, parce qu'on a réussi à travers les nouvelles technologies à automatiser un certain nombre de processus. Donc vous voyez que ça réduit les charges parce que la production est plus efficiente. Ça permet de gagner en temps parce qu'on peut produire plus rapidement. On utilise des machines, des algorithmes qui ne sont pas énergivores, budgétivores, qui ne vont pas demander
des revalorisations de salaire, qui ne vont pas créer des syndicats, qui ne vont pas être enceintes, qui ne vont pas commencer à manifester dans la rue. Donc, on a résolu un ensemble de problèmes liés à la technologie, à la science. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, parce qu'on va revenir sur l'Afrique tout à l'heure. Là, nous sommes au niveau de la science, du développement technologique qui permet tout le temps d'améliorer la manière de produire, la rapidité, de réduire les coûts, de réduire l'impact même de l'humain dans la façon de pouvoir développer les industries. Donc ça, c'est le premier critère, le développement technologique. Le deuxième critère, c'est le volume de production. Lorsque vous avez une usine qui produit 1 million de paquets de chips par heure, 10 millions de paquets de chips par jour, 50 milliards de paquets de chips par an, vous comprenez directement que c'est une usine qui produit au volume. L'économie de masse fait donc en sorte que les coûts de production deviennent beaucoup plus faibles. Et pour cela, prenez une image. Si vous vous rendez au marché, vous rencontrez une Bayam Salam qui vend de la tomate. Et vous lui dites, la mère, la tomate coûte combien? Elle dit, il y a les tas de 200, il y a les tas de 500, il y a les tas de 1000 francs. Et vous lui dites, je veux 2 tas de 500. Vous lui donnez un billet de 1000 francs. Elle prend 2 tas de 500, elle vous donne. Prenons un autre cas de figure. Vous venez la voir, vous lui dites que la mère, le sac de tomates coûte combien? Elle vous dit, le sac de tomates coûte 20 000, 30 000, 40 000. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et vous lui dites, je veux 100 sacs de tomates. Quand vous dites que vous voulez 100 sacs de tomates, elle se dit, waouh, ça c'est un bon client. Il va directement m'acheter 100 sacs de tomates et me donner de l'argent cash. Donc, je n'aurai plus besoin de passer du temps au marché pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois pour vendre mes 100 sacs de tomates. Voilà quelqu'un qui va venir prendre toutes mes tomates une fois. Donc, du coup, on va négocier le prix. Parce que non seulement le sac de tomates coûte moins cher qu'un paquet ou du moins un tas de tomates de 500 francs. Mais le fait qu'ils viennent prendre 50 sacs de tomates, 100 sacs de tomates, ça fait que on va même réduire le coût de chacun des sacs parce qu'elle va voir ça comme une opportunité. Ça va lui permettre d'avoir rapidement une quantité de trésorerie très importante. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va acheter les 100 sacs de tomates à un prix très réduit. Ce qui fait que si on prend les 100 sacs de tomates là et on met ça en paquet ou du moins en tas de tomates de 500 francs comme au départ, vous allez vous rendre compte que celui qui avait acheté 2 paquets ou 2 tas de tomates de 500 francs, cela coûte beaucoup plus cher que celui qui achète 100 sacs de tomates qu'on met en tas de 500 francs. C'est quelque chose de tout à fait logique parce que quand vous achetez 2 paquets ou 2 tas de tomates de 500 francs, vous achetez au détail. Lui qui achète 100 sacs, il achète en gros donc, ça lui coûte moins cher. Je vais refaire un autre parallèle avec Ndjoka. Quand vous arrivez dans un supermarché, le paquet de chips Ndjoka mûr, prix officiel au Cameroun, c'est 1500 francs. Le paquet non mûr, c'est 1500 francs. Le paquet épicé, c'est 2000 francs. Donc, si vous partez dans un supermarché actuellement, vous dites, je veux 2 paquets de Ndjoka épicés, vous allez donner 5000 francs, on va vous rembourser 1000 francs parce que vous devez donner 4000 francs pour 2 paquets. Prenons un autre cas de figure. Vous venez rencontrer l'entreprise Ndjoka et vous dites, je voudrais devenir concessionnaire de la marque Ndjoka, par exemple au Rwanda, au Bénin ou en Guinée équatoriale. Comme je le disais au début, la marque Ndjoka est distribuée dans plus de 100 points de distribution dans plus de 20 pays et dans 4 continents. Ce sont des personnes qui sont venues nous rencontrer pour nous dire, je souhaite distribuer la marque Ndjoka. Je veux acheter 10 000 paquets de Ndjoka, 25 000 paquets de Ndjoka pour distribuer. Bien évidemment, quand ils décident de le faire, on va les accompagner, non seulement au niveau de la production, de la logistique, du transit, du marketing, de la communication pour les aider à écouler. Mais là n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est que comme ils viennent et ils achètent directement 10 000 paquets, 20 000 paquets, on ne va pas leur vendre le paquet à 1500. On va leur dire le paquet de chips mûrs, on va te laisser cela à 1000 francs. Parce qu'il a acheté 10 000 paquets, ça nous permet rapidement d'avoir une quantité importante de trésorerie. Donc lui, le paquet lui revient à 1000 francs. Quand le paquet lui revient à 1000 francs, lorsqu'il s'en va vendre le paquet à 1500 francs ou à un prix plus élevé en fonction du pays dans lequel il va se trouver et de la logistique qu'il a dû gérer, ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner beaucoup plus.
par rapport à celui qui est venu acheter 2 paquets à 1500 francs, c'est-à-dire 3000, et qui ne pourra pas facilement avoir des marges de manœuvre importantes, même s'il veut revendre, parce qu'il a déjà acheté cher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en industrie, on gagne à l'achat. C'est lorsque tu achètes chez le bon fournisseur, au bon prix, et parfois avec des flexibilités de paiement, ce qu'on appelle généralement des crédits fournisseurs. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un vient acheter 10 000 paquets de Joka, je lui laisse le paquet à 1000 francs. Il vient encore acheter 10 000 paquets après 2 mois parce qu'il a tout vendu. Je lui laisse encore le paquet à 1000 francs. Il vient encore acheter 10 000 paquets après 3 mois. Je dis, waouh, ça c'est un bon distributeur, c'est un bon concessionnaire. Je lui fais comprendre que désormais, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner, en plus des 10 000 paquets que tu as achetés, 5 000 paquets gratuitement. Et tu pourras rembourser l'argent de ces 5 000 paquets-là sur une durée de 3 mois ou de 6 mois. Donc, comme tu es déjà un bon concessionnaire et qu'on a de bonnes relations d'affaires, je te laisse 5 000 paquets sans que tu le donnes de l'argent au départ. Tu vends les 5 000 paquets et tu me renvoies juste l'équivalent de la production de ces paquets-là. C'est ce qu'on appelle des crédits fournisseurs. Ce n'est possible que grâce au fait que vous avez quelqu'un qui vient acheter 10 000 paquets, 20 000 paquets, 50 000 paquets. Par contre, celui qui vient et il dit « je veux un paquet de mûres, un paquet de non-mûres et un paquet d'épicés », ça ne peut pas fonctionner avec lui parce qu'il achète au détail. Donc, on va lui vendre au prix du détail et on ne peut pas lui faire de crédit facilement parce qu'il n'a pas suffisamment de trésorerie et il n'est pas suffisamment fiable et crédible pour qu'on puisse lui accorder ce type d'avantage. C'était pour que vous puissiez comprendre que lorsqu'une usine en Occident produit 1 million de paquets de chips par jour, ça signifie que cette industrie-là, lorsqu'ils s'en vont par exemple rencontrer les agriculteurs, les responsables de cette industrie, ils vont acheter toute une plantation peut-être de 500 hectares ou de 1000 hectares dont le plantain va leur revenir à un prix dérisoire. Ils vont acheter le sel en bateau. Ils vont acheter des bateaux de sel. Ils vont acheter l'huile en conteneur de 40 pieds. Ils vont acheter tout en très grand volume. Ce qui fait qu'à l'unité, ça va revenir à un coût dérisoire. Et plus vous achetez des quantités importantes, et plus le coût devient faible. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont accès à de nouvelles technologies, à la robotique, à l'intelligence artificielle qui leur permet d'utiliser ces grands volumes-là pour produire plus rapidement à des coûts plus faibles en utilisant moins de ressources humaines. Donc, on a le développement technologique qui intervient en 1. On a la production en masse, en volume qui intervient en 2. Et ce n'est pas le seul aspect. Le troisième aspect, c'est maintenant sur le plan purement financier. Vous devez vous imaginer que pour produire 1 million de paquets de chips par heure ou par jour, il faut donc aussi beaucoup d'argent. Parce que si tu veux acheter le plantain, par exemple, de toute une production de 500 hectares, il faut donc que tu aies les moyens de payer. Il faut que tu aies les moyens d'acheter un bateau de sel. Il faut que tu aies les moyens de financer le développement technologique, d'acheter des robots, d'installer des algorithmes d'intelligence artificielle, de construire une très grande usine. Ça commence par acheter le terrain, faire des plans de construction avec des architectes, des ingénieurs et tout ce qui va avec. Donc, ça demande un financement extrêmement important. Et par rapport à ça, ils ont un avantage majeur sur nous. Cet avantage, c'est lequel? 1, ils ont des subventions étatiques, c'est-à-dire que l'État les considère comme des champions nationaux. Et du coup, l'État injecte beaucoup d'argent dans leur entreprise pour qu'eux, ils puissent se développer. Parce que plus ils se développent, plus ils créent des grandes entreprises, plus ils produisent de la valeur ajoutée, plus ils contribuent au développement du produit intérieur brut du pays, plus ils payent des impôts, plus ils recrutent des personnes dont ils réduisent le chômage, plus ils développent toute une chaîne de valeur. Parce que quand eux, ils se développent, les scientifiques se développent aussi parce que les scientifiques veulent développer des nouveaux algorithmes encore plus puissants qui dépensent moins d'énergie, qui coûtent moins cher, ainsi de suite. Les agriculteurs vont produire encore plus de plantain parce qu'il y a une demande très importante. Les producteurs d'huile vont produire encore plus d'huile. Ceux qui sont dans le transit vont encore plus se développer, ils vont acheter plus de camions. Les marketeurs vont se développer, les photographes vont se développer, les agences de marketing digital, de communication, de publicité. En fait, il y a toute une chaîne de valeur qui va se développer. Et cette chaîne de valeur est en train de se développer en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada. Donc, ça va permettre une émulation. Et cette émulation permet au pays de se développer et de devenir donc une puissance industrielle.
Après, il va falloir développer l'armée aussi, parce que quand on devient une puissance industrielle, on peut être attaqué par les autres. Donc, il faut l'armée, il faut se protéger. Il faut des lois qui nous protègent. Donc, on va créer ce qu'on appelle des normes. Les normes là vont protéger nos industriels et empêcher que les industriels d'autres pays viennent conquérir notre marché. Donc, on va créer des lois. Donc, vous voyez que même les juristes vont intervenir pour créer des lois qui protègent l'industriel français, qui protègent l'industriel italien, qui protègent l'industriel belge, ainsi de suite. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ils ont encore un autre élément majeur, c'est le lobbying. Ils ont ce lobbying-là qui va leur permettre de venir, par exemple, en Afrique, rencontrer des chefs d'État, rencontrer des ministres. Et eux, en fait, ils ont créé même un vocabulaire qui s'appelle lobbying, pour ne pas dire la corruption. Parce qu'en réalité, quand on parle de lobbying, c'est quoi? C'est la corruption. C'est qu'on va venir dans un pays, on va rencontrer le ministre, on va rencontrer le président, on va mouiller toute la chaîne avec de l'argent, avec des avantages. Ce qui va donc permettre à ce qu'un président pourra signer un document qui donne par exemple l'exclusivité dans un secteur d'activité à une entreprise occidentale. Signer un document qui permet à ce que des produits puissent venir de l'étranger sans qu'on ait besoin de payer par exemple de la douane. Ce qu'on a appelé les accords de partenariat économique. Ça veut dire qu'ils ont déjà la technologie. Ils produisent en volume très important. Ils ont le financement. Et dans le financement, j'ai juste parlé des subventions, mais il y a beaucoup d'autres financements. Il y a la bourse, il y a les entreprises qui sont en bourse avec des millions d'investisseurs. Il y a le développement communautaire, il y a les levées de fonds et tellement d'autres formes de mécanismes de financement. Il y a le financement institutionnel parce qu'ils ont des banques. C'est eux-mêmes qui fabriquent l'argent. Donc, ils ont des entreprises qui impriment l'argent. Ces entreprises impriment l'argent et mettent cela à la disposition du système financier. Le système financier qui sont dans leur banque leur donne des crédits pour qu'eux puissent développer leurs entreprises. Donc, non seulement ils ont leurs fonds propres, ils ont l'État qui subventionne, ils ont la bourse où ils peuvent avoir accès à des capitaux, des investisseurs, ils ont des levées de fonds, ils ont tellement d'autres mécanismes qui leur permettent d'avoir assez d'argent. Et enfin, ils ont ce lobbying qui leur permet d'avoir accès à des accords de partenariat économique, de pouvoir donc faire du lobbying, corrompre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour pouvoir gagner des parts de marché. C'est donc comme ça qu'ils produisent des quantités importantes et ils distribuent cela partout à travers le monde. Ils ont assez d'argent pour pouvoir subventionner presque tout type d'événements. Ils seront les sponsors officiels de la Ligue des Champions. Ils vont faire la promotion, par exemple, de certaines activités qui mettent en avant leurs produits et leurs services. Ils vont financer des films dans lesquels vous allez voir des personnes qui mangent leurs produits, qui consomment leurs différents biens et services. Ils vont créer des chaînes de télé parce qu'ils ont de l'argent. Ils vont créer une chaîne de télé. Dans cette chaîne de télé, on sature leur publicité tout le temps. On fait la propagande de leurs produits, la propagande de leur pays. Et c'est comme ça que les industries donc, se développent. Et quand les industries se développent de cette manière, mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les coûts de production seront faibles. Les produits seront moins chers. En Chine, c'est encore plus grave. Les produits seront donc moins chers. Les produits vont pouvoir arriver massivement dans nos marchés en Afrique, coloniser le marché en coûtant, je veux dire, avec des prix dérisoires. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, étant donné qu'ils ont cette puissance marketing très importante du fait qu'ils ont tous ces soutiens, ils peuvent même par la suite augmenter le prix de leurs produits. Et nous, on va toujours continuer d'acheter parce qu'ils ont travaillé sur la valeur perçue. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pourraient économiser de l'argent. Il y a des personnes qui font des tontines pour acheter des sacs Louis Vuitton. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent et économisent de l'argent chaque mois pour acheter une ceinture Gucci. Mais si tu leur dis achète un article SM, ils vont te dire dis donc, raconte pas des conneries, Claudel. SM, c'est quoi? Donc, vous voyez qu'il y a ce travail de marketing qui est fait dans tous les sens du thème, dans le cinéma, dans les médias, dans la rue, avec des saturations. Ils ont des compagnies téléphoniques qui nous saturent avec leurs produits et leurs services tout le temps. C'est normal donc que les produits qui viennent d'Occident coûtent moins cher. Maintenant, prenons le producteur africain. Le producteur africain, d'abord, n'a pas d'argent. Il est au chômage. Il a fini ses études, il n'a pas pu trouver un travail décent. Parfois, il peut même travailler par passion dans son secteur d'activité. Parfois, il se lance dans cette activité pour la première fois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Occident, en général, les industries sont familiales. Donc, vous allez voir une famille qui cultive le plantain depuis 150 ans. Ça veut dire que toutes les erreurs qu'on rencontre lorsqu'on lance une exploitation de plantain, ils ont déjà eu à commettre toutes ces erreurs-là au début. Et actuellement, ils continuent seulement de développer la chaîne de manière beaucoup plus fluide. Alors que toi,
Si tu lances ton premier champ de plantain cette année, tu vas commettre des erreurs, tu vas perdre de l'argent parce que tu ne maîtrises pas. Personne dans ta famille n'a fait le plantain. Il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui avait 50 hectares de plantain. Tu ne fais pas le plantain depuis que tu es petit comme eux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs que tu vas commettre qui vont te faire perdre du temps et de l'argent. Le jeune entrepreneur africain, qu'est-ce que lui fait? Non seulement, il n'a pas le développement technologique, parce que vous connaissez quelle école ici qui a même un laboratoire de qualité avec des machines qui pourraient permettre de pouvoir vraiment faire même des expériences. On n'a pas le développement technologique. On ne produit pas en volume parce qu'on n'a pas d'argent. En termes de financement, on n'a rien parce que les banques ne nous accompagnent pas. Ce sont des banques commerciales qui font du commerce. Ça veut dire qu'ils troquent leur argent contre une garantie qui peut être financière, qui peut être immobilière ou tout autre. Ce que le jeune entrepreneur africain n'a pas. Le jeune entrepreneur africain n'a pas de lobbying. D'où viendra ce lobbying? Quel chef d'État africain soutient ses leaders, ses capitaines d'industrie? On soutient certains, mais pas tout le monde. On ne soutient pas vraiment ceux qui en ont réellement besoin. Donc, ce qui fait donc en sorte que tu as un jeune qui a peut-être son épargne de 1 million, 2 millions, 3 millions, et il veut se lancer dans les chips. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le plantain en détail, il va acheter l'huile en détail, il va acheter le sel en détail, il va acheter le nécessaire, les casseroles en détail. Il va essayer de prendre 2-3 personnes qui sont ses amis pour l'aider à travailler parce qu'il ne peut pas les payer. Il va prendre un petit endroit où il va travailler pour produire. Il n'a pas assez d'argent pour faire un logo de qualité, pour faire un packaging de qualité. Il n'a pas les moyens, donc il va prendre un petit plastique là. Il va imprimer une petite étiquette là sur un papier qu'il va coller dessus parce que c'est ce que ses moyens lui permettent de faire. Et il va donc produire quelle quantité? Très faible, parce que peut-être il a acheté 3 ou 5 régimes de plantain. Donc, il va produire une quantité très faible, ce qui fait donc en sorte que les coûts de production seront trop élevés parce qu'il n'a pas gagné à l'achat. Il a acheté tout cher. Il a acheté le plantain cher parce que c'est en détail, l'huile cher parce que c'est en détail, le sel cher parce que c'est en détail, la casserole cher parce que c'est en détail. Il travaille avec ses propres mains dont les temps de production sont très longs. Les capacités de production sont très faibles. Et du coup, au final, on va se retrouver avec un produit qui va naturellement coûter cher. Parce que quand il vend, il faut aussi qu'il gagne un peu d'argent pour que de cet argent-là, il puisse épargner et acheter encore d'autres régimes de plantain. Sauf que la réalité revient froidement face à lui. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand il va vendre, par exemple, 50 régimes de plantain qu'il a pu mettre sous forme de chips, il a son bailleur qui est là et qui attend. Il a ses investisseurs parfois qui attendent. Il a ses réalités. Il doit charger son téléphone. Il doit changer de téléphone parce que son téléphone est déjà cassé. Donc, il doit utiliser parfois la trésorerie qu'il vient d'avoir pour pouvoir acheter un sac, une chaussure, envoyer son enfant à l'école, payer le loyer, ainsi de suite. Ce qui fait que l'entreprise ne peut pas réellement se développer. Donc, le produit va finir par coûter cher. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour résoudre ce type de problème? Il y a plusieurs types de solutions. Il y a les solutions intrinsèques, il y a les solutions extrinsèques. Les solutions extrinsèques, ça veut dire que c'est l'environnement économique du pays dans lequel vous vous trouvez qui doit pouvoir vous apporter ces solutions. Par exemple, le développement technologique, vous ne pouvez pas le faire seul. Si le pays dans lequel vous êtes n'a pas une politique de développement sur le plan technologique pour accompagner les entrepreneurs, vous ne pouvez rien. Parce que vous n'avez pas déjà d'argent. Comment est-ce que vous allez mettre au sein de votre entreprise un département recherche et développement, ce que tous les autres font, pour pouvoir améliorer les process de production, développer des nouvelles technologies pour pouvoir aller plus rapidement et être plus compétitif? Vous n'avez pas les moyens pour le faire. Donc, c'est l'État qui peut le faire pour vous. C'est l'État qui peut mettre en place un système éducatif dans lequel on a des expertises pointues qui peuvent vous accompagner. C'est l'État qui peut le faire. Donc, ça sont les solutions extrinsèques, mais ce n'est que l'État qui peut le faire. Les subventions, ce n'est que l'État qui peut le faire. C'est l'État qui peut dire vraiment, Ndjoka, vous faites un très bon travail, on vous fait bénéficier d'une subvention de 5 milliards qui va vous permettre de mettre en place votre unité de production, d'acheter les machines de dernière technologie, on va vous supprimer les droits de douane, on va réduire vos impôts ou alors même les annuler sur une certaine période, on va vous faire bénéficier de la commande publique. Ça veut dire par exemple que dans certains ministères, on va désormais décider que toutes les réunions qu'on organise, c'est un Ndjoka qui doit être sur la table. Donc, la commande publique pour que ça vous permette de pouvoir faire tourner vos industries. On va faire en sorte que les diplomates camerounais voyagent avec vous à l'étranger, au Gabon, au Tchad, en France, un peu partout, pour que vous puissiez négocier avec d'autres distributeurs, par exemple des grandes chaînes de supermarchés à l'étranger, pour que vous puissiez avoir des contrats, des bons d'achat qui vous permettent de pouvoir donc
distribuer votre produit ou plutôt des bons de commande. Donc, il y a ce lobbying-là qui doit être mis en place, mais ce n'est pas toi le jeune entrepreneur qui peut le faire. Là encore, c'est l'État qui peut faire bénéficier aux industriels de ce type de subvention. Il y a la formation. Et là encore, l'État doit intervenir parce qu'il faut former les agriculteurs. Parce que pour que moi, je puisse produire en volume important, il faut que l'agriculteur apprenne aussi à produire en volume important pour lui aussi réduire ses coûts de production pour que le plantain me revienne aussi à un prix plus faible. Il y a un ensemble de mécanismes de la chaîne de valeur qu'il va falloir pouvoir développer. Et ça se développe de manière extrinsèque. Il y a les leviers financiers que l'État doit pouvoir mettre à disposition. J'ai parlé de la subvention. On peut avoir la bourse qui peut être mise en place. On peut avoir des investisseurs. On peut avoir des fonds d'investissement. On peut avoir des banques d'investissement qui accompagnent les entrepreneurs locaux. Et surtout, on doit avoir une protection sur le plan juridique. Ça veut dire que l'État doit mettre en place des lois qui protègent les producteurs locaux face à la concurrence étrangère pour leur permettre d'être plus compétitifs. On doit avoir nos propres normes correspondant à notre environnement. Parce que nous, quand on va à l'étranger, nous, lorsqu'on vend par exemple du cacao au Canada, parce qu'on a un distributeur au Canada, on doit respecter les lois du Canada, on doit respecter les lois de l'Allemagne, on doit respecter les lois de l'Union européenne, on doit respecter les lois du Japon. Mais quand quelqu'un vient dans notre pays, il respecte quelle loi? Nous, on n'a pas de loi. En fait, nous, on est juste en train de calquer ce qu'eux, ils font. Ce qui fait en sorte que nous, on n'est pas compétitifs parce qu'avec tout ça, ils viennent sur nos marchés et même sur nos marchés, c'est encore leur loi qu'on applique chez nous, ce qui n'a aucun sens. Donc, vous voyez qu'en fait, on est perdu d'avance. Ça, ce sont des modifications extrinsèques qui ne dépendent pas du jeune entrepreneur parce que lui, il a déjà trop de problèmes. Il y a le loyer qui doit payer, le bailleur le menace, le fournisseur qui n'a pas pu régler. Il y a tellement de problèmes qu'il doit résoudre que lui ne peut pas résoudre ce type de difficultés. Maintenant, en interne, qu'est-ce que le jeune entrepreneur peut faire? La première chose qu'il peut faire, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que je modifie mon positionnement? Comme je ne peux pas produire en grande quantité, je ne peux pas le faire pour toucher tout le monde parce que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir produire des volumes importants, faire une économie d'échelle qui me permet de pouvoir toucher une cible plus basse avec des produits moins chers. Je peux donc décider de devenir un artisan excellent. Je peux commencer à faire de l'art. Et là, c'est un autre positionnement. Ça veut dire que, étant donné que je ne peux produire que 3 paquets de chips, parce que je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas produire 500 000 paquets pour vendre le paquet à 100 francs. Parce que je n'ai pas de moyens pour le faire. Pour produire 500 000 paquets, vous imaginez la quantité de plantain qu'il faut acheter, la quantité d'huile, le nombre de personnes qui doivent travailler, la logistique, les camions, le marketing et tout ce qui va avec. Je n'ai pas de l'argent pour le faire. Mais je veux rester compétitif. Si je produis juste 3 paquets de chips et que c'est médiocre, et non seulement c'est médiocre et cher, vous voyez que vous êtes perdu d'avance. Parce que vous avez un produit qui est médiocre, qui est cher et qui est en concurrence directe sur un marché avec des produits qui viennent de l'étranger, qui sont très beaux, de meilleure qualité parfois et moins chers. Vous voyez que le client va choisir quoi? Le client veut aussi un produit qui est beau à regarder. Le client veut un produit qui lui garantit une certaine sécurité alimentaire. Vous voyez par exemple en Afrique, lorsque quelqu'un dit qu'il fabrique par exemple du whisky ou alors des boissons, les gens sont sceptiques. Parce que tous les jours nous montrent des documentaires de personnes qui font des boissons en utilisant leurs urines, qui produisent dans des qualités d'hygiène tellement exécrables. Du coup, ça crée une réticence. Parce que les gens se disent, hey, le whisky, si on a fait ça, ou la bouteille, si on a lavé ça, comment? Donc, du coup, vous voyez que même en termes de marketing, on est faible. Quand vous voyez des documentaires en Occident où on présente des usines, parce que ça, c'est aussi une démarche marketing, vous voyez des gens en blouse, vous voyez comment les machines travaillent dans tous les domaines, comment c'est propre. Donc, du coup, ça vous rend confiant à l'idée d'acheter ces produits. Sauf que chez nous, on est parfois, on rit, mais on ne sait pas que ça a une influence importante sur notre capacité à consommer les produits locaux. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit, vous décidez de faire de l'artisanat de luxe, un peu comme Joka, vous dites, on ne va pas produire des grandes quantités. On va produire des petits volumes, mais en qualité extraordinairement élevée. Ce n'est pas pour rien que Joka, c'est la meilleure marque de chips au monde. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas produire 1 million de paquets de chips par jour pour le moment, parce qu'on n'en a pas les moyens. Si l'État dit qu'on va vous accompagner, oui, on pourra le faire. Si des investisseurs disent, on peut vous accompagner, oui, on pourra le faire. Mais comme on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de produire en petite quantité, mais en qualité extrêmement élevée. La preuve, on a réussi à avoir des prix les plus prestigieux au monde actuellement. Et ça nous permet donc de pouvoir nous positionner dans une autre catégorie de clientèle. Et ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place. Vous vous dites, je n'ai pas assez d'argent pour faire beaucoup et vendre moins cher, mais je peux faire très bien et vendre à un prix plus élevé
pour la classe moyenne, pour les personnes qui ont des moyens et qui recherchent des produits de très haute qualité. C'est la même chose que nous faisons avec la marque SM. Étant donné qu'on ne peut pas produire 10 000 chemises par jour et vendre donc moins cher, qu'est-ce qu'on fait? On produit un seul ensemble, on produit un sac, on produit une chaussure, mais qui est excellente en termes de qualité, de telle sorte qu'on puisse toucher une cible différente, sélecte, qui a les moyens de pouvoir acheter. Et comme on le dit souvent, qui peut le plus peut le moins. Parce que si on est capable de faire un paquet de chips comme celui-ci qui est aussi excellent et qui coûte 1500 francs, ça veut dire que c'est aussi facile de faire le paquet de chips de 100 francs. Il suffit juste qu'on ait les moyens de le faire, c'est tout. Ça ne nécessite pas une technologie particulière. Si on a pu faire ça, ça veut dire qu'on peut faire les chips de 100 francs. Ça veut dire qu'on peut faire les chips de 500. Ça veut dire qu'on peut faire les chips de 50. Il faut juste qu'on puisse avoir les moyens nécessaires et l'accompagnement nécessaire pour le faire. La deuxième stratégie, c'est de se dire, OK, je ne peux pas faire quelque chose de qualité excellente parce que pour dire vrai, pour faire une qualité comme celle-ci, ça nécessite quand même aussi un peu des coûts élevés, même si ce n'est pas en grande quantité. Vous vous dites, je vais commencer avec ce que j'ai et suivre le processus. Donc, je vais faire mes tout petits paquets de chips de 50 avec mon budget de 15 000, mon budget de 10 000, mon budget de 5 000. J'achète un régime de plantain, j'achète des plastiques, je fais mes plantains, je mets dans les plastiques, je n'ai même pas besoin de mettre d'étiquette et je vends. Donc, au début, mon produit, il est nul. Plus je vends, plus je gagne de l'argent et plus je décide de mettre l'étiquette. Je décide d'acheter plus de plantains. Je décide d'améliorer ma manière de faire. Je décide d'acheter une meilleure qualité d'huile. Mon produit passe de nul à médiocre. Ensuite, il devient passable. Ensuite, il devient assez bien. Ensuite, il devient bien. Ensuite, il devient très bien. Ensuite, il devient excellent. Donc, vous décidez de faire vos classes. Ça va prendre certainement beaucoup de mois, beaucoup d'années, mais vous allez toujours réussir à vous améliorer si tel est l'objectif dès le départ. Parce que l'objectif au départ doit être de vous améliorer. Ne faites pas les chiffres de 50 francs médiocres pendant 20 ans. Vous n'allez jamais progresser. Parce que vous allez avoir un joker sur le marché. Comment vous allez faire? À un moment donné, les gens veulent aussi des choses qui sont bien et qui sont agréables. Donc voilà un peu une vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais le but était de vous expliquer de manière sommaire. Je pourrais aller plus en profondeur, mais ce n'est pas nécessaire. Au moins, vous avez compris pourquoi est-ce que les produits locaux coûtent cher pour la plupart des produits, bien sûr. Et comment est-ce que nous pourrions résoudre ce problème? Nous, on a décidé de nous positionner avec Njoka. Et aujourd'hui, vous pouvez devenir un concessionnaire de la marque Njoka. Ça veut dire, par exemple, si vous devenez concessionnaire de Njoka, nous, on va vous laisser, par exemple, ce paquet de chips à 1000 francs que vous allez revendre à 1500 francs ou plus en fonction du pays. On va vous laisser le non-meu à 1000 francs aussi et on va vous laisser l'épicé parfois à 1300 francs en fonction des quantités que vous prenez. Et on va vous accompagner totalement sur le plan marketing pour vous garantir que vous allez réellement réussir à vendre vos chips. Il y a certains qui tapent les gens pour vivre. Moi, j'ai choisi de vendre les chips pour vivre. À très bientôt pour une nouvelle chronique.